Une époque où l'on rentrait seul de l'école, où les goûters avaient le goût du vrai et où la liberté d'un enfant se mesurait à la distance parcourue en vélo. Grandir dans les années 70, c'était vivre une aventure chaque jour dans une France qui ne ressemblait à aucune autre. Les anciens de cette génération se souviennent encore du parfum de cette liberté, de cette insouciance qui semble aujourd'hui avoir disparu de notre paysage quotidien. Replongeons ensemble dans cette France des années 70 où la simplicité rimait avec authenticité. Le chemin de l'école était une aventure quotidienne que les enfants des années 70 vivaient intensément. À une époque où la voiture n'était pas encore le mode de transport privilégié des familles, les écoliers marchaient souvent plusieurs kilomètres par tous les temps. Pas de téléphone portable pour rassurer les parents, pas de GPS pour retrouver son chemin. Les parents faisaient confiance, la société entière veillait sur les plus jeunes. On partait le cartable à la main, rejoignant au passage des camarades de classe pour former de petites troupes joyeuses qui prenaient possession des rues. Les saisons rythmaient ces trajets, les flaques d'automne qu'on prenait plaisir à éviter, les batailles de boules de neige improvisées en hiver, les premiers bourgeons du printemps qu'on observait jour après jour. C'était un apprentissage de l'autonomie que peu d'enfants connaissent aujourd'hui. Le chemin de l'école, c'était déjà l'école de la vie. Ces souvenirs sont indissociables du poids du cartable en cuir rigide qui nous accompagnait. Bien loin des sacs à dos ergonomiques d'aujourd'hui, ces cartables robustes, transmis parfois de génération en génération, symbolisaient l'entrée dans le monde du savoir. Leur odeur de cuir tanné, leurs boucles métalliques qui cliquetaient à chaque pas, leurs patines qui s'embellissaient avec les années. À l'intérieur, le plumier en métal s'ouvrait dans un grincement caractéristique, révélant des trésors d'écriture. Ces plumiers abritaient nos porte-plumes, nos plumes sergent-major, l'encrier portable et parfois même quelques billes ou trésors cachés. Rien à voir avec les trousses en plastique d'aujourd'hui. Le matériel scolaire était conçu pour durer, pour traverser l'enfance entière sans céder. L'arrivée en classe nous confrontait au tableau noir et à son inimitable odeur de craie. Le crissement de la craie sur l'ardoise collective reste gravé dans les mémoires, tout comme la blancheur des mains de l'instituteur à la fin de la journée. Les éponges gorgées d'eau que les élèves se disputaient le privilège d'essorer dans la cour laissaient des traces humides qui séchaient lentement pendant les leçons de calcul ou de français. Le nuage de poussière blanche qui s'élevait lorsqu'on frappait les brosses contre le mur de la cour créait des fantômes éphémères que le vent dispersait. Ce tableau noir était le théâtre quotidien du savoir, bien loin des écrans interactifs qui équipent maintenant les classes. Quand on évoque l'école des années 70, comment ne pas mentionner les punitions qui rythmaient la vie scolaire ? Loin de la psychologie bienveillante d'aujourd'hui, la discipline reposait sur des méthodes que certains jugeraient archaïques. Les lignes à copier 100-200 fois dans les cahiers du soir. Je ne dois pas bavarder en classe, je dois respecter mes camarades. Les doigts s'engourdissaient, l'encre tachait les pages et parfois les vêtements. Dans certaines classes, le bonnet d'âne, devenu symbolique, planait comme une menace tandis que le coin, ce purgatoire scolaire où l'on se tenait debout face au mur, constituait l'humiliation suprême. Pourtant, curieusement, ces punitions n'ont pas laissé que des souvenirs amers. Elles appartenaient à un ordre des choses acceptées, à une école exigeante qui forgeait les caractères. La discipline s'incarnait également dans les blouses d'écoliers que tous portaient. Ces uniformes pratiques, généralement gris ou bleu pour les garçons, rose ou bleu ciel pour les filles, protégèrent les vêtements et gommaient les différences sociales. Les blouses boutonnées dans le dos pour les plus petits nécessitèrent l'aide des parents ou des grands frères et sœurs le matin. Leurs manches retroussées découvraient souvent des poignets tachés d'encre. Le vendredi soir, elles repartaient à la maison pour être lavées et repassées par les mères qui s'affairaient le week-end. Ces blouses symbolisaient l'égalité républicaine, un idéal de l'école française que la mode et la consommation ont progressivement effacé des cours de récréation. Les matinées commencèrent souvent par la dictée, rituel immuable de l'école française. L'instituteur ou l'institutrice marchait entre les rangs, récitant d'une voix claire des textes de Pagnol, Hugo ou Daudet. Les langues pointaient au coin des lèvres dans la concentration, les doigts se crispaient sur les porte-plumes, les fronts se plissaient à la recherche des accords subtils. Puis venait le moment de la correction, des bons points distribués aux meilleurs. Ces petites images colorées qu'on collectionnait précieusement dans des cahiers ou des boîtes, qu'on échangeait parfois et qui, une fois atteint le nombre fatidique de 10, se transformaient en images plus grandes, puis en certificats de mérite. Système de récompense simple mais efficace qui motivait des générations d'écoliers à se dépasser. Les fournitures scolaires des années 70 n'avaient rien à voir avec les articles bariolés et high-tech d'aujourd'hui. Le stylo Bic Cristal, invention révolutionnaire, côtoyait encore les porte-plumes traditionnels. Les cahiers Clairefontaine à couverture plastifiée résistaient vaillamment aux intempéries et aux manipulations maladroites.
On trouvait dans les cartables des gommes blanches Staedtler, des règles en bois graduées, des ciseaux à bout rond et ces cols en peau à l'odeur si particulière qu'on appliquait avec une spatule. Les cahiers de brouillon au papier gris recyclé accueillaient nos premiers jets, tandis que les cahiers du jour, avec leurs lignes CIS parfaitement calibrées, nous invitaient à une écriture appliquée. Ces objets simples, solides, peu onéreux, étaient les fidèles compagnons de l'apprentissage. Après l'école venait le moment tant attendu du goûter de 4 heures, un rituel immuable qui n'avait rien à voir avec les encas industriels d'aujourd'hui. On dévorait des tartines de pain frais, généralement de campagne ou de boulanger, généreusement beurrées et saupoudrées de sucre cristallisé qui craquait sous la dent. On les accompagnait d'un bol de chocolat chaud, Banania, avec son célèbre slogan « Y'a bon », ou du non moins fameux chocolat poulain qui se dissolvait lentement dans le lait fumant. Les plus chanceux avaient droit à une barre de chocolat noir croquante ou, luxe suprême, à une tranche de pain d'épices Mistral ou un 4/4 fait maison. Ces goûters simples procuraient une satisfaction aujourd'hui disparue, celle de saveurs authentiques qui réconfortaient après l'effort intellectuel de la journée. Quand on n'était pas à l'école, les enfants des années 70 s'émerveillaient devant des jouets qui sembleraient rudimentaires aux yeux des jeunes de 2025. Le Viewmaster, ce viseur stéréoscopique où défilaient des diapositives en relief, nous emmenait en voyage sans quitter notre chambre. Les mécanos développaient la patience et l'ingéniosité à travers des constructions métalliques de plus en plus complexes. Les garçons passaient des heures penchés sur leur circuit électrique Jouef, dont les locomotives miniatures parcouraient inlassablement les mêmes boucles dans le bruit caractéristique des rails. Les filles câlinaient leur poupée Bella aux cheveux implantés et aux yeux qui se fermaient, bien avant l'arrivée des Barbies américaines. Ces jouets robustes traversaient les années, se transmettaient entre frères et sœurs, conservaient une âme que les jouets électroniques d'aujourd'hui peinent à égaler. Les samedis après-midi, la famille se réunissait souvent devant le poste de télévision pour les émissions jeunesse qui rythmèrent la semaine. Les visiteurs du mercredi, émission culte présentée par Swazik Korn, proposaient dessins animés, reportages et rubriques loisirs. Île aux enfants nous faisait retrouver avec bonheur Casimir, ce dinosaure orange qui adorait les gloubi-boulgas. On attendait impatiemment la séquence du jeune spectateur de Jean Saintou qui nous présentait les derniers films pour enfants. Ces rendez-vous télévisuels créaient une culture commune à toute une génération, des références partagées que les enfants commentaient le lundi dans la cour de récréation. La télévision n'était pas encore cet écran individuel qu'elle est devenue, mais un foyer autour duquel la famille se rassemblait. Cette télévision, d'ailleurs, était encore largement en noir et blanc dans de nombreux foyers français des années 70. Les postes couleurs extrêmement coûteux ne se démocratiseront que progressivement. On se contentait de 3 chaînes, la première, la deuxième et parfois la troisième, pour les plus chanceux qui captaient son signal. L'ORTF puis TF1, Antenne 2 et FR3 constituaient tout l'univers audiovisuel accessible. Pas de télécommande, il fallait se lever pour changer de chaîne en tournant un bouton qui cliquetait. L'écran mettait plusieurs minutes à chauffer avant que l'image n'apparaisse. Et que dire de l'attente fébrile du générique de son émission préférée, de ces moments où toute la famille scrutait sa montre pour ne pas manquer le début du programme. Une panne de télévision était un drame familial qui mobilisait rapidement le réparateur du quartier. Les publicités de cette époque avaient une saveur particulière que les enfants d'aujourd'hui ne peuvent imaginer. Dessinées à la main ou filmées avec des effets spéciaux rudimentaires, elles mettaient souvent en scène des personnages récurrents qui entrèrent dans l'imaginaire collectif le Bibendoum Michelin, le petit écolier de Lu, l'homme au chapeau melon de Boursin. Les jingles publicitaires, composés avec soin, restaient en tête pendant des décennies. Du pain, du vin, du Boursin. Quand c'est trop, c'est tropicaux. Malabar, c'est le maximum. Ces courtes mélodies scandaient les pauses publicitaires et s'inscrivèrent dans les mémoires avec une efficacité que les marketeurs d'aujourd'hui pourraient envier. La publicité n'était pas encore omniprésente, mais déjà efficace et souvent poétique ou humoristique. Pour les enfants qui aimaient lire, les années 70 offraient un âge d'or de la presse jeunesse et de la bande dessinée. Le pif gadget, avec son cadeau surprise chaque semaine, s'arrachait dans les kiosques. Qu'il s'agisse d'une loupe, d'un petit microscope ou d'une poudre mystérieuse, ces gadgets faisaient l'objet d'échanges passionnés dans les cours d'école. Le journal Spirou nous faisait suivre les aventures de Gaston Lagaffe ou du Marsupilami, tandis que Mickey Parade nous plongeait dans l'univers de Disney. On s'abonnait au journal de Mickey, à Tintin ou encore à Astrapi pour les plus jeunes. Ces magazines, attendus avec impatience, éduquaient autant qu'ils divertissaient. Ils proposaient donc des histoires complètes, des rubriques scientifiques, des jeux, des courriers des lecteurs qui créaient un lien entre les enfants de toute la France.
La musique occupait également une place importante dans la vie des enfants des années 70. Les vinyles colorés, spécialement conçus pour les plus jeunes, tournaient sur les électrophones familiaux. On écoutait religieusement Chantal Goya et ses personnages féeriques comme Bécassine ou Le soulier qui vole. Dorothée, avant de devenir l'animatrice star des années 80, chantait déjà pour les enfants. Henri Day proposait ces mélodies poétiques et tendres qui enchantaient petits et grands. Ces disques, 45 tours aux pochettes illustrées, étaient des objets précieux qu'on manipulait avec soin, nettoyant délicatement leur sillon pour éviter les rayures. On écoutait et réécoutait ces chansons jusqu'à les connaître par cœur, les fredonnant en groupe lors des colonies de vacances ou des anniversaires. La mode enfantine des années 70 n'avait rien à voir avec les vêtements miniaturisés d'adultes qu'on propose aujourd'hui aux plus jeunes. Les pulls en laine qui grattaient, tricotés par les grands-mères, tenaient chaud mais irritaient la peau, faisant apprécier le sous-pull en coton qu'on portait en dessous. Les salopettes en velours côtelé, pratiques et solides, équipaient garçons et filles pour affronter les jeux en plein air. Les galoches, ces chaussures robustes à semelles de bois puis de caoutchouc, protégèrent les pieds des intempéries mais pesèrent de lourd au bout d'une journée. Pour les occasions spéciales, les filles enfilèrent des robes à smock ou des jupes plissées, tandis que les garçons endossaient des costumes en tergale qui ne se froissaient pas. Ces vêtements fonctionnels, loin des dictates de la mode, étaient conçus pour durer et passer d'un enfant à l'autre. Les vacances scolaires, particulièrement l'été, voyaient souvent les enfants partir chez leurs grands-parents, généralement à la campagne. Ces séjours loin des parents étaient des moments privilégiés où la transmission entre générations s'opérait naturellement. On y découvrait les gestes ancestraux du jardinage, de la cuisine, parfois même de la chasse ou de la pêche. Sans télévision, dans de nombreux foyers ruraux ou limités à quelques heures par jour, on redécouvrait le plaisir des jeux de société en famille, des lectures à voix haute le soir, des conversations qui s'étiraient après le dîner. Les grands-parents, moins pressés que les parents, prenaient le temps d'expliquer, de montrer, de raconter. Ces vacances rustiques forgeaient des souvenirs impérissables et un lien profond avec des racines que beaucoup d'enfants d'aujourd'hui ont perdues. La nature constituait le terrain de jeu privilégié des après-midi d'été. On partait à l'aventure dans les champs et les bois environnants, sans surveillance adulte, rentrant simplement à l'heure du dîner quand la faim se faisait sentir. La construction de cabanes rudimentaires dans les arbres ou à même le sol mobilisait l'ingéniosité collective. On y utilisait des matériaux de récupération, des branches, parfois quelques outils empruntés aux parents. La chasse aux têtards dans les mares ou les ruisseaux, filets à papillons en main, permettait d'observer la métamorphose fascinante des amphibiens dans des bocaux transformés en aquariums temporaires. Ces explorations développaient l'autonomie, l'esprit d'équipe et une connaissance intime de la nature que les activités encadrées d'aujourd'hui ne remplacent pas. Puis venait l'adolescence, avec ses premiers émois et découvertes. Les booms organisés dans les garages des pavillons de banlieue ou les salles des fêtes de village marquaient l'entrée dans un nouveau monde. Ces fêtes aux lumières tamisées, parfois agrémentées de boules à facettes artisanales, voyaient les garçons d'un côté et les filles de l'autre, jusqu'à ce que les slows brisent cette frontière invisible. Sur Je t'aime de Mike Brandt, Dirty Old Man de 3 Degrees, où il venait d'avoir 18 ans de Dalida, on connaissait les premiers de rapprochement, les mains moites qui se cherchaient, les cœurs qui battaient la chamade. Ces moments d'une intensité unique où tout semblait possible, où chaque regard échangé prenait une importance cosmique, construisaient progressivement l'adulte en devenir. Pour les adolescents un peu plus âgés, la mobilette représentait le premier vrai goût de la liberté. Les motobécanes bleues ou les Peugeot 103 orange étaient à l'objet de toutes les convoitises. On économisait pendant des mois pour s'en offrir une, parfois d'occasion, qu'on bichonnait ensuite comme un trésor. On la customisait avec des autocollants, un guidon sport ou un pot d'échappement modifié pour un son plus impressionnant. Ces deux roues permettaient d'élargir considérablement son horizon, d'aller au cinéma dans la ville voisine, de rendre visite à des amis éloignés ou, exploit suprême, d'emmener une fille en balade. Le casque n'étant pas encore obligatoire, on sentait le vent dans ses cheveux, goûtant une forme de liberté que les jeunes d'aujourd'hui, surveillés par les GPS de leurs parents, ne connaîtront jamais. L'été venu, beaucoup d'adolescents découvraient le monde du travail à travers les petits boulots saisonniers. Les vendanges mobilisaient des générations entières dans les régions viticoles. On partait à l'aube, sécateur en main, pour couper les grappes dans la fraîcheur matinale avant que le soleil ne tape trop fort. Ces journées éreintantes créaient des liens solides entre travailleurs de tous âges. D'autres se faisaient livrer à vélo pour les commerces locaux, transportant pain, journaux ou médicaments à travers la ville. Dans les campagnes, le gardiennage des vaches pendant que les adultes moissonnaient offrait une première responsabilité.
Ces expériences formaient le caractère, enseignaient la valeur de l'argent et du travail bien fait, tout en procurant une première rémunération dont on était immensément fier. Les friandises des années 70 avaient elles aussi une saveur particulière qui reste dans les mémoires. Les Malabars, ces chewing-gums roses qu'on mâchait jusqu'à épuisement de leur goût sucré, contenaient de petites bandes dessinées qu'on collectionnait précieusement. Les billes surprises, ces bonbons sphériques enrobés de plusieurs couches colorées, duraient des heures et coloraient la langue de teintes improbables. Dans les petites épiceries de quartier, on achetait des bonbons à l'unité, piochant avec délectation dans les bacs en verre réglisse, caramel, roux-doudou dans leur coquillage, fameuse fraise tagada dès leur apparition en 1969. Avec quelques centimes, on repartait les poches pleines de douceur qu'on dégustait en chemin ou qu'on partageait généreusement avec les copains. Ces gourmandises simples procuraient un plaisir que les confiseries sophistiquées d'aujourd'hui peinent à égaler. Le dimanche représentait un jour à part dans la semaine, un moment où la famille se retrouvait autour de traditions bien établies. Le matin, c'était souvent l'heure du marché, où l'on accompagnait les parents qui marchandaient joyeusement avec les producteurs locaux. On y découvrait les senteurs des fruits de saison, le fumet des poulets rôtis qui tournaient lentement, l'odeur caractéristique des fromages affinés. L'après-midi, on se réunissait devant Télé Dimanche, émission emblématique présentée par Roger Lanzac puis Denise Fabre, où l'on découvrait les numéros de cirque, les chansons à la mode et le fameux tiercé qui passionnait les adultes. Ces dimanches rythmés par des habitudes immuables offraient un cadre rassurant, une parenthèse paisible avant la reprise de la semaine. Le soir venu, le film du dimanche soir à la télévision constituait un rendez-vous familial incontournable. On se disputait parfois le choix du programme unique, mais certains films faisaient l'unanimité, particulièrement les comédies françaises avec les stars de l'époque. Louis de Funès et ses mimiques inoubliables dans La Grande Vadrouille ou Le Cornio faisaient hurler de rire toutes les générations réunies. Jean-Paul Belmondo, tantôt séducteur, tantôt cascadeur intrépide, impressionnait dans L'Homme de Rio ou Peur sur la ville. Fernandel et son rire légendaire enchantaient les familles avec La Vache et le Prisonnier ou la série des Don Camillo. Ces moments de cinéma partagés créaient une culture commune et des références que toute la famille pouvait échanger. L'intérieur des maisons françaises des années 70 reflétait une époque où la fonctionnalité commençait à côtoyer un certain sens esthétique populaire. Le linoléum au sol, pratique et facile d'entretien, affichait souvent des motifs géométriques audacieux dans des tons marron, orange ou vert avocat caractéristiques de la période. Les meubles en formica, notamment les tables de cuisine avec leurs pieds chromés, incarnaient la modernité accessible à tous. Le téléphone à cadran, généralement installé dans le couloir ou l'entrée pour des raisons pratiques, restait un équipement précieux dont l'acquisition avait souvent nécessité plusieurs années d'attente auprès des PTT. Ces intérieurs modestes mais chaleureux, égayés de coussins crochetés, de napperons en dentelle et de plantes vertes luxuriantes, constituaient le cocon familial où se construisaient les souvenirs d'enfance. La famille des années 70 s'articulait autour de liens forts qui dépassaient le simple noyau parents-enfants. La fratrie jouait un rôle essentiel, les aînés veillaient sur les plus jeunes, leur transmettaient savoir et astuces, tandis qu'en retour ils bénéficiaient d'une admiration sans bornes. Les cousins, qu'on retrouvait lors des grandes réunions familiales ou pendant les vacances, formaient un cercle élargi de compagnons d'aventures et de jeux. La rue elle-même constituait un prolongement naturel de la famille. Les voisins gardaient un œil sur les enfants du quartier. Les commerçants les connaissaient par leurs prénoms. Les anciens leur racontaient des histoires sur le pas des portes. Cette communauté élargie, cette surveillance bienveillante qui n'étouffait pas la liberté, a progressivement disparu des villes et même des villages, laissant place à un individualisme que beaucoup regrettent. On ne le savait pas encore, mais cette époque dessinait les derniers contours d'une France encore lente, humaine et enracinée. Ceux qui ont grandi dans les années 70 ont connu une enfance aux couleurs tendres, loin du numérique, où chaque souvenir s'ancre dans une sensation, une odeur, une voix. Cette France-là s'est progressivement effacée, remplacée par un monde plus rapide, plus connecté, mais peut-être moins authentique. Les enfants des années 70 sont devenus grands, ont eu leurs propres enfants et aujourd'hui parfois des petits-enfants. Ils leur racontent ces souvenirs d'un monde disparu, tentent de leur transmettre des valeurs forgées dans cette simplicité, le goût de l'effort, la patience, l'entraide, la débrouillardise. Et quand ils retrouvent par hasard un objet, une chanson, une image de cette époque, c'est tout un pan de leur enfance qui ressurgit, intact et précieux, comme ces madeleines de Proust qui nous rappellent que nous sommes faits de nos souvenirs.